Le cercle RH, le débat des experts, comme chaque semaine pour ausculter l'actualité. Alors évidemment, c'est focus aujourd'hui sur cette 5e vague, avec la conférence de presse d'Olivier Véran et de Jean-Michel Blanquer, puisqu'il y a aussi le débat sur l'école, les fermetures de classe, les enfants malades, ou en tout cas qui ont le Covid. Doit-on fermer ou pas la classe? Ça, de ce point de vue-là, c'est réglé. On ne fermera plus la classe en entier. Voilà, on isolera les enfants malades et on pourra permettre à ceux qui ne sont pas malades de pouvoir rester en classe. Ça, c'est un sujet, mais on va parler d'économie aussi avec mes invités, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu un mot, mais pas un mot sur les entreprises, sur le télétravail. Je ne parle pas de confinement, mais pas un mot sur ce sujet. Peut-être est-ce une information qu'on va commenter avec mes invités. À ma droite, Valérie Ohanessian. Bonjour Valérie. Bonjour. Directrice générale de la Société française des analystes financiers, administratrice de la Fondation Concorde et médiatrice par ailleurs, parce que c'était aussi un sujet de préoccupation et vous étiez venu nous en parler. Marion Darietor, bonjour Marion, présidente d'Arcane, du cabinet Arcane, et vous êtes la coprésidente d'Entreprise et Progrès. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis un nouveau venu sur ce plateau, et on l'accueille avec grand plaisir, Jean-Baptiste Giraud. Bonjour Jean-Baptiste, directeur bonjour, merci beaucoup. Et fondateur, puisqu'il faut rappeler que vous avez fondé Économie Matin, qui aujourd'hui s'appelle économiematin.fr. On l'aura donc compris, c'est sur Internet, avant d'avoir été en papier pour ceux qui aimaient. Et qui il y a 18 ans déjà. Il y a 18 ans, mais on s'en souvient. Ça tourne, hein. Oui, ça tourne, ça ne nous rajeunit pas, en effet. D'abord, le gouvernement prépare la riposte. Alors tout le monde s'attendait à une conférence de presse musclée, une riposte, on est en guerre. Est-ce que vous avez été surpris, un peu étonné, ou pas du tout? Non, je vous sens blasé. Valérie, vous me dites non, pas du tout. Oh, non, très bien. Non, parce que voilà, je pense que d'abord il y a une certaine habitude. On est à la 5e vague, hein, donc bon, on finit par. Lassé ou blasé? Bon, peut-être un petit peu des deux. Le ministre a annoncé des mesures qui sont celles auxquelles on s'attendait. Je crois qu'à quelques mois des présidentielles, et compte tenu de ce que nous ont appris les derniers confinements, il était quand même peu envisageable d'aller vers ces dispositions très, très sévères. Le confinement, c'est vrai que ça semble... surtout à un moment où le moral des chefs d'entreprise montait. Là, l'INSEE a publié récemment un indice sur le climat des affaires qui montre que très bon chiffre économique. Très bon chiffre. La croissance. Donc, voilà, je pense qu'il aurait été sûrement très, très redoutable d'envisager d'autres mesures. Et je pense que ça renvoie à la responsabilité de chacun. De prendre les mesures de précaution qui s'imposent dans ce genre de contexte. Même à travers ce Covid, vous nous dites, on est déjà dans la campagne présidentielle. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas ces mots qui apparaissent, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marion Darietor, mais il n'y a pas eu le mot télétravail. Certains se sont dit, mais basiquement, depuis le 31 août, le télétravail est à discrétion des entreprises, chacun fait ce qu'elle veut, on signe des accords ou pas. Pas un mot sur le télétravail, pas un mot. Alors moi, j'ai moins envie de politiser le débat. Non, mais là, c'est concret, ça. Concrètement, c'est vrai que les mots que j'ai entendus, c'est vaccination et respect des gestes barrières. Bon. En tout cas, renforcement. On peut plus faire la bise, il faut garder le masque. Un classique. C'est quand même le masque au bureau, voilà, c'est un classique. Moi, j'ai envie de croire, si je suis un peu positive, que finalement, il n'y a pas de renforcement des mesures en télétravail parce que les entreprises ont joué le jeu depuis le début et qu'on se dit, et que le gouvernement se dit, finalement, ça tourne bien. Et donc voilà, donc... Oui, on s'attendait tous. Mais quoi, soulagé? Parce que vous avez un cabinet, vous avez des clients. Moi, à titre personnel, soulagé. Les membres d'Entreprise et Progrès que je représente, soulagés aussi. Parce qu'en fait, le télétravail existe, il s'est mis en place. Tout le monde a appris à vivre avec ces mesures de télétravail. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des entreprises et des secteurs d'activité où ça va mieux qu'à d'autres. Mais plutôt soulagé qu'il n'y ait pas de renforcement des mesures de télétravail à un moment donné où on a quand même besoin de lien social, de retourner au boulot et voilà. Donc, Jean-Baptiste, je suis allé sur votre site pour préparer l'émission. Alors vous aussi, vous posiez la question, mais que va bien nous dire Olivier Véran? Regardons juste, c'est très simple, c'est une petite animation préparée par Fanny Griesmer. On voit les éléments un peu concrets de ce... Alors c'est quand même d'un grand classicisme quand même. C'est même voilà. Surprenant de platitude. Voilà, on le voit, pas de fermeture, confinement, couvre-feu envisagé. Bon, ça c'est réglé. Rappel vaccinal pour tous. À la limite, on savait déjà tout à l'avance. Hein. C'est ce qui est déjà fuité dans la presse. On défonce une porte ouverte.
ouverte. 5 mois, on a gagné un mois. Enfin, vous savez, il y a un chiffre dont vous n'avez pas encore parlé, c'est le nombre de morts. En quoi on peut être crédible à demander aux Français d'appliquer des mesures plus strictes et plus restrictives de nos libertés quand le nombre de morts, et tant mieux, est faible. Et je vous rappelle, et on le sait, qu'aujourd'hui, les personnes qui décèdent du Covid, ce sont des personnes âgées, atteintes de comorbidité. Bien sûr, dans notre métier journaliste, on met en exergue le cas de la boxeuse de 31 ans, ou de cette famille, ancienne championne de France, ou de cette famille qui décède, tout le monde décède du Covid, c'est dramatique. Ce sont des cas qui existent, mais des cas isolés. Aujourd'hui, l'immense majorité des personnes qui décèdent sont âgées, atteintes de comorbidité ou parfois pas vaccinées. Je n'ai pas dit que c'était une obligation, mais ça en fait partie. Oui, enfin, le débat va se poser, puisque pour le rappel, on était à 7, on passe à 5 mois, donc c'est-à-dire ceux qui ont été vaccinés il y a 5 mois. J'ai lu qu'il y avait un délai de 7 mois pour se mettre en règle. En fait, on est d'accord, enfin, ça fait donc 12 mois. L'autre vrai sujet, c'est que ça devient juste n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait plus quelle est la règle qui s'applique et pourquoi. J'ai beau être informé, puisque c'est mon métier, il y a un moment où on ne sait plus, on porte le masque, on ne porte pas le masque, on fait ci, on fait ça. En fait, on ne sait plus rien, on navigue totalement à vue. Et par ailleurs, puisque vous parliez des excellents chiffres de la croissance et tout le reste, l'autre problème du gouvernement, c'est que lui sait très très bien que les chiffres sont absolument catastrophiques, que les chiffres de la croissance ne sont pas réels. Je vous rappelle encore une fois. C'est un rattrapage de... Mais non, c'est même pas un rattrapage, c'est qu'on est sous stéroïdes. C'est le coureur qui a couru un marathon avec un sac de 50 kilos sur le dos, et l'on dit faut repartir, faut se remettre à courir, et pour cela on lui file des anabolisants et des stéroïdes, et nous sommes dopés par l'argent gratuit. L'argent public. Donc sans cet argent-là, nous ne serions pas à 6 points, nous serions à -5, -6, -8, -10. Or, à un moment, cet argent, il va se rappeler à notre bon souvenir, et on va le payer d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai qu'on voit que c'est très galvanisant en ce moment. Où l'économie, c'est la confiance. Voilà. Exactement. Ah oui, il faut créer comme ça une dynamique de confiance. Vous évoquiez d'ailleurs en introduction, Valérie, espèce comme ça, les chefs d'entreprise y croient, c'est reparti. Sauf que la 5e vague, objectivement, même si tout le monde semble rassuré autour de la table, on se dit on va finalement... J'ai pas vu la 4e parenthèse, mais bon, voilà, ça c'est l'autre histoire. Vous êtes rassuré, vous dites bon, tout va bien. Non, les Allemands ont dépassé les 100 000 morts, puisque ce chiffre a été évoqué, c'est tragique. Oui, ils sont très impactés, très impactés, et ça se voit d'ailleurs dans le moral des chefs d'entreprise allemands. Il y a l'équivalent de cet indice du climat des affaires, et évidemment, c'est le jour et la nuit entre ce qu'on note en France et ce qu'on note en Allemagne. Non, je pense qu'il y a une espèce de fatalisme. On a le vaccin. Je crois que ce qui a été dit, c'est le vaccin aujourd'hui est la meilleure protection. Et si chacun se fait vacciner... la moins mauvaise, je m'autorise. Ou en tout cas, la moins mauvaise. On peut avoir le Covid en étant vacciné, je précise. Mais par rapport aux formes graves et aux formes nécessitant l'hospitalisation. Donc, si on se fait vacciner et que le bon sens... Moi, je trouve qu'il y a un peu de paradoxe quand même dans les commentaires. Quand le gouvernement est très autoritaire et dit, voilà, il faut faire ceci, cela, on hurle à la fin des libertés individuelles, etc., et des libertés publiques. Quand il laisse finalement la responsabilité de chacun, cette liberté de s'organiser avec les outils qui sont déjà bien installés, le télétravail, le masque, etc. Non, mais vous êtes comme le dit le patron du MEDEF, il dit, attendez, laissez les entreprises s'organiser. Donc moi, je pense que le gouvernement insiste sur cette campagne de vaccination qui, jusqu'à preuve du contraire, est la meilleure ou la moins mauvaise solution. Et pour le reste, on sait tous à peu près ce qu'on a à faire pour, utiliser ces gestes barrières, organiser le travail dans nos entreprises. Le télétravail, maintenant, en effet, est quelque chose d'organisé partout. Donc, on a les outils. Stabilisé, oui. Et dans l'hybride, 2 jours, 3 jours. Le problème, ce sont les oubliés de cette crise. Parce que, à force de les oublier, ils meurent en silence. Vous avez des dizaines de milliers d'entrepreneurs, artisans, professions libérales, petites PME, TPE, qui ont tellement souffert de l'impact de la crise qu'elles ont mis la clé sous la porte, ou elles sont dans cette espèce de glacis où elles n'ont pas déposé leur compte, elles n'ont pas déposé le bilan, mais leur activité à l'arrêt. Finalement, le tribunal de commerce ne vient pas les chercher à la peau des fesses. Prenez le secteur du tourisme et de l'événementiel, qui représente à la louche entre 8 et 10%, les chiffres du tourisme, c'est seulement 7-8%. J'ajoute l'événementiel, c'est 10%. Vous avez 10% de l'activité économique qui est à zéro. Ou qui est à 20, 30, etc. Vous ajoutez à cela la restauration. Moi, je vois autour de moi des restaurants qui n'ont pas ouvert. L'hôtellerie, même chose. Vous avez tout un tas de secteurs qui
ont disparu des radars et dont on ne parle plus du tout. Alors je veux bien qu'on nous dise la cinquième vague, le ci, le ça, et cette fameuse croissance de 6,1%, mais elle est artificielle. Et cette espèce d'euphorie comme ça, que vous trouvez artificielle, si je reviens. Oui, j'ajoute un autre secteur. Je viens d'acheter une voiture électrique pour me conformer aux consignes. 100% électrique 100% électrique, pour me conformer aux exigences qui, à Paris, machin et tout, etc. Donc j'anticipe. Il faut trouver les bornes. Hein. Oui, juste à côté de chez vous, toutes les stations étaient occupées par des thermiques qui se garent à l'aise sur les places pour voitures électriques, c'est sympa. Les concessionnaires automobiles sont morts. Les concessionnaires automobiles sont morts. Quand vous y allez pour acheter une voiture, crise. Mais c'est plus en grande crise. Et ils sont déjà morts. La crise, c'est quand vous pouvez rebondir. Mais là, quand vous êtes à moins 30% et que ça fait 2-3 ans que ça dure, et que vos produits ne sont tellement plus en phase avec la demande, je fais mon métier de journaliste, je demande les devis des différentes marques. Je reçois des coups de téléphone surréalistes où on me propose le premier prix de la voiture électrique avec 2-3 options à la gomme. On est sur du 25 du 30 000 balles. Le premier prix d'une voiture, il n'y a encore pas si longtemps, et avec des bonnes finitions, c'était 17, 18. Ils essaient de se rattraper sur un produit beaucoup plus cher, mais ça ne marche pas, ça ne correspond plus à la demande. Donc on est à moins 30, mais demain on sera moins 50. Et la capacité à survivre de ce secteur, qui représente des centaines de milliers d'emplois, est limitée dans le temps, et limitée notamment par les aides. Ajoutez à cela le secteur aérien et tout. Donc on a des pans entiers de l'économie. Non mais je suis désolé, je ne suis pas là pour vous plomber l'audience, mais je suis là aussi pour essayer de faire de vérité. Moi je ne me suis pas du tout préoccupé par la cinquième vague. Je suis préoccupé. C'est l'économie qui vous préoccupe là. C'est finalement cette espèce de... Et ça c'est une vraie vague. De panorama un peu comme ça, joyeux, un peu ensoleillé, que vous mettez un peu plus de ciel gris là. Hein. Et puisque vous parlez emploi ici et activité économique, je suis beaucoup plus inquiet par cela. Et l'autre inquiétude, vous avez vu cette polémique autour de ce professeur d'université en Bretagne qui écrit dans un message interne que ses élèves sont des imbéciles, les bons rien et tout, etc. Je trouve que je suis aussi dans l'enseignement, j'ai monté une école. On est surpris par la qualité des gamins qui nous sont confiés et leur courage, leur dynamisme. Mais c'est vrai qu'il y a un océan de médiocrité. De gamins, non mais vous savez bien, des gamins dont on ne pourra rien faire. Ce que vous dites, et ça va jusqu'à 25 ou 30 ans. C'est pas pour récupérer par les bretelles nos jeunes, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs sur ce plateau et dont on parle beaucoup. En fait, ce dont vous pointez, c'est la médiocrité du modèle éducatif qui ne fabrique pas. C'est le titre d'un livre, hein, la fabrique des cancres. Je sors du sujet, hein, mais. Non, oui. mais c'est un sujet, puisque ces jeunes dont vous parlez, c'est les salariés de demain quand même. Hein. C'est ceux que vous allez embaucher, c'est ceux que vous allez. On a des secteurs entiers de l'économie qui sont en train de s'effondrer à la vitesse grand V, qui étaient pourvoyeurs d'emploi. On a une offre de formation qui n'est pas adaptée au monde d'aujourd'hui et qui n'a pas cette agilité et cette souplesse. Donc on est en train de parler de 10, 15, 20% de notre économie qui doit se réinventer en 3 mois. Pas en 3 ans. Tiens, juste Arcane, conseil, parce que ça c'est un de vos travaux, travailler sur la gouvernance, l'organisation, enfin vous les avez vos entreprises. Oui. C'est un panorama sombre, vous y adhérez, vous dites c'est plus contrasté que ça. C'est bien sûr plus contrasté. Oui, non mais je partage plein de vos opinions, mais j'ai envie d'être plus optimiste, c'est-à-dire que Méthode Coué, alors Marion, c'est la méthode Coué que vous pratiquez. Non, parce que je pense que je crois à la résilience profondément, et ce que je vois et chez mes clients et dans les membres d'entreprises et progrès, c'est une formidable résilience en se disant finalement. Résilience, c'est quoi? C'est la résistance. C'est la résistance. Voilà. Exactement. C'est une fois que j'ai résisté, je suis capable de me réinventer. Et moi, je suis fascinée par ce rebond, effectivement, et cette capacité d'innovation des entreprises. Par tous les secteurs, parce qu'il y a. Alors, pas tous les secteurs. Deux choses pour vous répondre. Les TPE, PME, oui, il faut s'occuper d'eux. C'est difficile et certains ont traversé une période difficile. De certains secteurs d'activité, oui. Donc il y a ça et voilà. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que tout le tableau est noir. Et les stéroïdes qui font qu'à un moment donné, quand on retirera la oui, seringue... mais il aurait fallu faire quoi? Parce que moi, ce que je me dis, c'est on a pris, ok, on est shooté, très bien, mais au moins on avance et peut-être qu'on met quelques rustines qui vont nous permettre d'avancer. De ne pas tomber. Voilà. Et ce que je vois chez les entreprises, c'est qu'elles ont complètement conscience de ce que vous dites, c'est-à-dire ce gap de formation des jeunes, mais elles anticipent déjà sur les budgets de dans 5 ans la formation qui va venir compléter ce déficit de compétences dont vous parlez. Mais moi, c'est là où je vois... On n'a pas 5 ans. Valérie, et dans 2 ans, elle s'adapte. Comment vous vous situez? Une sorte d'optimisme
que porte Marion, parce qu'elle le dit, elle l'assume. Puis Jean-Baptiste nous fait un tableau assez précis, assez carré de secteurs qui sont en train de... Je vous alerte sur le biais, on est à Paris, juste à côté de la place de l'Étoile, je vous alerte sur ce biais classique dont je suis le premier responsable, c'est le biais de regarder tout avec nos lunettes de Parisien et du parisianisme. Notre souplesse, notre capacité à rebondir n'est pas la même dans le 8e, dans le 7e, dans le premier. Je suis la pessimiste et la radeuse du plateau, donc j'ai trouvé meilleur que moi sur ce terrain. Doublé aujourd'hui. J'ai envie de prendre un angle un petit peu différent, parce qu'en réalité, je partage ce diagnostic. Mais en fait, je pense que si on veut être honnête, il faut qu'on le fasse en dehors de la crise. Parce que tout ce qu'on décrit là, la crise le met en lumière d'une manière assez crue. Parce que, on a vécu des moments de rupture, mais en réalité, tout ce dont nous parlons, c'est très vieux, c'est très antérieur à la crise. Les déficits publics, la médiocrité de la formation. C'est vrai. Mais la crise ne fait que mettre en lumière ce qui était déjà là. La crise ne fait que mettre en lumière ce qui était déjà là. L'aggrave, parce que il est évident que la dépense qui a été faite était sans doute nécessaire. Mais je pense que si on s'arrête à ça, évidemment, on ne va pas progresser. Parce que tout le monde sera d'accord pour dire que ces plans de soutien étaient bienvenus. Le problème, c'est de savoir sur quoi ils se sont appuyés. Sur déjà une situation qui était extrêmement détériorée, très fragilisée. Et je pense que si on veut être honnête dans nos diagnostics, donc sans doute après dans les thérapies qui seront proposées, il faut en quelque sorte mettre un peu cette crise entre parenthèses et revenir à l'analyse des fondamentaux, parce que sinon... Elle brouille un peu la vue. Elle brouille, et je pense que... C'est le doigt. C'est exactement ça. Et je pense qu'il ne faudra pas se tromper le moment venu sur ce qu'on va effectivement regarder et diagnostiquer. Je suis d'accord. Je ne vois pas qu'on se quitte sans avoir parlé de l'hôpital. Pourquoi ? D'abord parce que vous avez vu que la stratégie de Jean-Michel Blanquer, puisque la conférence de presse était double, c'était de rassurer les parents, pour le dire un petit peu en sous-main, que les enfants, puisqu'il y a quand même 8000 classes fermées, ce qui pose d'énormes problèmes pour des familles qui doivent, on s'en souvient, arrêter leur travail pour garder leurs enfants. Donc la stratégie a un peu évolué. Seuls les enfants qui auront été testés positifs seront isolés et l'ensemble de la classe, le reste, donc, pourra continuer à étudier. Ce qui n'est pas anodin pour ceux qui étaient en l'obligation d'aller au travail. On ne dit pas que les enfants qui sont le nouveau foyer infectieux, c'est zéro hospitalisation. Non, bien sûr. Ou c'est absolument marginal. C'est-à-dire que cette population dans laquelle le virus vient se loger, puisqu'évidemment ils ne sont pas vaccinés pour la plupart, ça ne déclenche rien. C'est vrai. C'est pour le coup des gros rhumes et des petites grippes. Économiquement, des débats pour les parents qui disent, moi je peux pas. Il y a un débat sur l'hôpital. J'aimerais qu'on en parle un tout petit peu avant de se quitter, puisque on a parlé du modèle éducatif, du secteur auto. Moi, j'ai des invités sur ce plateau qui me disent, l'hôpital s'est effondré. Il y a des départs, des fuites d'infirmières et de médecins d'une manière colossale. Mais comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, d'abord, je pense qu'on doit tous être très en colère. Parce que cette crise a révélé, comme le reste, l'effondrement de l'hôpital, qui n'est pas lié à la crise, qui est juste précipité par la même situation gravissime avant le Covid. Je pense qu'en effet, on a le droit d'être en colère et que le gouvernement n'a pas fait grand-chose pour... Oui, mais ça tenait avant. Le problème, c'est que tout tenait avec des bouts de ficelle. Je m'autorise à dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Il faut quand même le préciser. Non, mais ça tenait. Vous savez, c'est ce fameux joint de douche dans votre salle de bain qui est défectueux, mais là, ça prend l'eau. Là, ça prend l'eau. Je ne sais plus que ça prend l'eau. Ah non, mais à un moment, vous avez tout le carrelage qui s'effondre et vous regardez que derrière, tout est pourri. C'est ça la situation. Et en fait, il y a un double débat parce que, en disant, malgré tout, les infirmières ont été revalorisées, il faut quand même rendre à César ce que c'est à César. Ça ne rattrape pas le problème de pouvoir d'achat. Mais surtout, ça ne traite pas l'organisation de l'hôpital. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'hôpital, la vie des agents disent, moi, je quitte l'hôpital. Je ne veux plus faire ce métier. Je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la crise, elle fait que révéler des choses qui étaient latentes et la situation à l'hôpital, comme la situation dans l'éducation, il y avait 2-3 petits trucs sur lesquels il fallait bosser. Et donc la question que ça pose, c'est est-ce qu'on va profiter de cette crise et de la chance d'avoir des aides pour se redresser les manches et de se dire on va s'attaquer vraiment au sujet de fond. Vu le contexte politique et électoral, on a un problème de volume là en fait. C'est pas sûr. Et il y a un problème de volume. Et en même temps, il y a eu des ajustements sur les salaires des personnels hospitaliers, mais on peut aussi comprendre leur morale, leur mental, et qu'il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé ici, c'est qu'il y a la sécurité sanitaire de tout le monde, mais
y a aussi le sujet de la santé mentale. Que ça soit pour les jeunes, que ça soit pour les infirmiers, que ça soit pour les gens en entreprise. Je veux dire, la France... Est-ce que le moral des Français... Bon, alors visiblement, il y a des baromètres qui disent que oui, mais il y a quand même aussi ça qui doit être pris en compte par le gouvernement. En fait, ce que l'on peut dire aujourd'hui, avec un an de décalage par rapport aux propos du président de la République, 1 an et demi, nous sommes en guerre. Mais la guerre que nous allons affronter devant nous, c'est la guerre de l'emploi. Ouais. Vous avez plusieurs centaines de milliers d'emplois par secteur d'activité qui disparaissent, 250 000 dans l'hôtellerie et la restauration. C'est 250 000 personnes qui sont parties pour faire autre chose. Vous avez vu l'histoire des mutuelles, c'est 100 000. Le gouvernement dit d'un trait de plume, je pourrais demain supprimer les mutuelles. C'est 100 000 personnes, il va falloir les occuper autre chose. C'est pas encore fait. Non, la grande sécu, elle n'est pas encore là. Mais c'est pas encore fait. Mais c'est les volumes que je voulais mettre en exergue. C'est des milliers d'emplois. Les concessions automobiles qui vont disparaître, c'est écrit, tout comme j'ai créé un journal papier, il a disparu du jour au lendemain avec tous les autres journaux, quasiment. C'est écrit, on le sait. La marche de l'histoire. Le modèle, oui, mais une marche accélérée. Une marche accélérée. Le problème, c'est que le modèle de la concession automobile, si vous êtes propriétaire d'une concession automobile ou d'un réseau de concessions automobiles, vous ne dormez plus parce que vous savez que dans 3 ans, vous aurez disparu. Et là, on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont devoir changer d'emploi du jour au lendemain, par choix ou par contrainte. Juste avant de nous quitter, parce que je ne vous ai pas bien entendu, je voudrais qu'on boucle la boucle. Si on se revoit dans un mois, vous dites, avec la formule proposée par Olivier Véran, là, ce qui nous a été proposé, cette feuille de route, il faut remettre le masque un peu partout. Ça tient ou ça tient pas, cette histoire? Parce que si on se revoit dans un mois... Moi, j'ai que vous n'avez pas parlé de la Guadeloupe et de la Martinique. Et la Guadeloupe et la Martinique qui travaillent en plus, alors dans des négociations un peu étranges, puisqu'on peut choisir le vaccin en fonction... Non, mais surtout, la dimension insurrectionnelle de la Guadeloupe et la Martinique, si elle s'installe, dans un mois, on viendra peut-être plutôt parler de comment on maintient ouverts des commerces qui ferment aujourd'hui à 17h à Lyon, en plein centre-ville. Référence à un reportage de début de semaine. C'est une réalité aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis... C'est intéressant, je vous parle Covid, vous me parlez sociétal. Mais oui, parce comme si c'était pas Mais rien n'est dissociable, on ne peut pas dissocier le travail, l'activité économique de la vie politique et de la vie de la société. Si la société s'effondre brutalement, parce qu'on la maintenait jusqu'à présent à coup d'aide économique et de répression, comme la répression va devenir de plus en plus difficile à utiliser dans les 5 prochains mois, un gouvernement sortant ne peut pas taper sur la tête de ceux qui devraient voter pour lui, comme il ne va pas pouvoir distribuer éternellement des aides, puisqu'on va le dire, tu distribues des aides, les options se limitent. En fait, ils n'ont plus d'options. Voilà. Et on est dans une période de flou très délicate. Analyse passionnante, puisque c'est une analyse globale. Ça tient ou ça tient pas, là, ce qu'on se dit là, aujourd'hui? Vous dites, en décembre, les chiffres de projection de décembre sont catastrophiques, du nombre d'entrées à l'hôpital. Je pense que le gouvernement a les mêmes chiffres que vous et que nous. Ça tient ou pas? On laisse l'entreprise gérer sa petite vie, son télétravail, on n'impose plus rien d'autre. C'est compliqué tout ça. Je me sens un peu embarrassée. Non. Moi, je crois à la responsabilité individuelle. Donc, vous me dites qu'il faut remettre le masque. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vraiment quitté quand j'étais dans des endroits collectifs. Donc, j'ai vu, en revanche, y compris d'ailleurs jusqu'au sein du gouvernement, des ambiances festives où le masque... Bon, donc voilà. On se serre la main, on s'embrasse. Je pense que... voilà, on a donc, vous n'êtes pas pour des mesures radicales comme on les a subies il y a un an, c'est-à-dire le gouvernement faisait tomber le couperet et disait on circule comme ça. Je pense que c'est compliqué d'imposer la vaccination et d'avoir des mesures restrictives. Et le corollaire de la vaccination, c'est l'appel à la responsabilité individuelle avec tout son paquet voilà. Et je pense que pour moi, en tout cas, c'est aujourd'hui la bonne ligne, en tout cas la seule. Dans un contexte de présidentielle, Marion, dernier mot, c'est ça l'idée. En fait, on a été infantilisés pendant des mois. L'étiage était trop là. On nous dit il faut vous responsabiliser. Moi, je pense aussi que chacun est responsable. C'est ça qu'il faut faire. Vaccination, gestes barrières. Là, il y a un petit rappel à l'ordre. On avait relâché, on se faisait la bise, on se serrait la main. Voilà, le Covid, petit rappel à l'ordre. S'il suffit d'arrêter de se faire la bise et de se serrer la main pour arrêter cette 5e vague, c'est une guerre très sympathique finalement. C'est pas. On fera des checks. Voilà. Merci à vous trois. Merci Marion. Positive aujourd'hui. Peut-être qu'on se reverra dans un mois. On verra comment les choses. Je reviendrai dans un mois pour vous dire. Et vous étiez témoin. C'est enregistré. Marion Darrieutor, vous êtes la présidente de l'agence Arcam et coprésidente d'Entreprise et Progrès. Merci à Valérie Onessian, directrice
directrice générale de la Société française des analystes financiers et financières. Je ne sais pas si on peut mettre financière, je ne sais pas. Et merci à Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction, fondateur de économiematin.fr. Et votre livre, parce que je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais c'est important de présenter les livres, c'est long de les écrire. Voilà, on le découvre. Dernière crise avant l'apocalypse. Vous voyez pourquoi vous voyez, je suis un peu dans le thème, mais malheureusement... oui, vous êtes resté quand même sur la ligne de votre livre. J'aimerais vous dire autre chose. Je suis père de famille, nombreuse. Quand on est père, et mon co-auteur Jacques Bichot est vraiment un expert économiste connu, et lui aussi il est père et grand-père, on n'écrit pas avec plaisir qu'il y a beaucoup de voyants dans le rouge vif. Bon. Et là, le gros problème, c'est qu'on a peint avec du vernis à ongles verts, mesdames, les voyants. On fait semblant de croire que les voyants rouges sont verts, et ça, c'est encore plus inquiétant, ce déni de réalité. Bon, et ça nous fait pas marrer de le dire. Tout est enregistré. J'aimerais bien qu'on fasse une émission dans un mois et demi, pour voir comment tout cela évolue, tant sur le plan de l'emploi que sur le plan de cette... Si vous voulez, on peut l'enregistrer tout de suite. J'ai déjà une petite idée du mois et demi. Prenez votre temps, on va respirer un tout petit peu. Merci à vous trois. Une dernière rubrique de notre émission, c'est Fenêtre sur l'emploi. On parle des CV. Après tout, est-ce que c'est bien encore utile le CV pour être recruté? Pas sûr, on en parle.